Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Surtout, ne laisse jamais personne te dire qu'il est mieux que toi, Forrest. Tu es stupide ou quoi? Maman dit n'est stupide que la stupidité. Bonjour à tous, bienvenue sur Ensemble trouvons notre place, l'émission qui a la vocation d'aider toutes les personnes différentes à s'apprivoiser et à aimer leurs différences. Je suis ravie d'être à Bruxelles, à PodBXL. Merci Michel et à toute l'équipe Bad Geek d'organiser cette deuxième émission édition du festival. Ça va être une émission qui va être un peu en mode freestyle, c'est-à-dire qui va parler du TDAH chez l'adulte. Et donc, j'ai envie de te dire que ça va ressembler à un cerveau TDAH, qui va partir un peu dans tous les sens, ou qui va en tout cas être très inclusif et très participatif. On a la chance d'avoir aussi bien le côté expertise et aussi le côté terrain, c'est-à-dire d'avoir des personnes concernées de près ou de loin, ou qui pensent être concernés sur le sujet, de par leur propre expérience ou de par leurs enfants ou les deux. Et donc, on va être vraiment dans une... Ce que j'ai envie de faire, c'est de poser des questions, de réfléchir, de s'interroger. Et toutes les questions qu'on va se poser là, je suis certaine que ça va être des questions que les auditeurs qui vont nous écouter en replay vont pouvoir se poser. Donc merci en tout cas à mes invités. Je vais vous laisser vous présenter chacun. Donc je vais démarrer par toi, Anne-Cécile, si tu veux bien te présenter en quelques mots et déjà te présenter, puis après on parlera du TDAH pour toi. Bonjour à tous, bonjour Pauline de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, moi j'ai été confrontée assez tôt au TDAH parce que ma jeune sœur, il y a une vingtaine d'années, avait déjà été diagnostiquée à l'époque, et quand ma fille, qui a maintenant 7 ans, est rentrée dans le système scolaire en maternelle, je me suis assez vite doutée qu'il y avait un atypisme sans trop savoir lequel c'était. Et donc l'année dernière, quand elle est arrivée en première primaire, l'équivalent du CP pour la France, j'ai voulu passer les diagnostics du TDAH pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir dialoguer avec les enseignants et pour pouvoir mettre en place un accompagnement. Et c'est suite à ce diagnostic-là, quand moi je me suis renseignée plus là-dessus, que j'ai repassé un peu ma vie personnelle au filtre via le prisme de ce que je connais, de ce que j'avais appris, et je me suis rendu compte que moi aussi, très certainement, j'étais TDAH, mais pas avec ce qu'on peut plus connaître, l'hyperactivité, qui est un peu le cliché du TDAH. Donc moi, a priori, je suis en cours de diagnostic, je serai TDAH sans hyperactivité, donc plutôt avec la forme d'inattention. Et en prenant ça en compte, maintenant, en adaptant ma vie, je vois les choses un peu différemment. Et je peux communiquer différemment avec les autres pour qu'ils s'adaptent à moi et moi mieux m'adapter aux autres pour interagir. Merci. Effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un spectre, donc il y a différentes formes et voilà. Il n'y a pas une typologie de TDAH identique. On est tous très atypiques, singuliers dans cette forme-là. Mathieu, je te laisse te présenter. Merci encore d'avoir accepté. Merci à toi, Pauline, pour l'invitation. Donc Mathieu, ce qui m'a paru aujourd'hui comme une presque évidence, entre guillemets, est très récent. C'est-à-dire que finalement, j'ai un peu très récemment fait la vision sur des événements de ma vie qui correspondent à ce qu'on pourrait imaginer du TDAH. Et j'ai en tête un pacte que j'avais avec un professeur, même deux, qui était que je pouvais rester debout à la fin de la classe, derrière la classe, parce que je n'étais pas sur ma chaise et je ne savais pas rester à l'écoute pendant 1 heure de classe. Et donc j'avais ce pacte où je pouvais vaquer librement, de manière mobile, derrière dans la classe, quand j'étais en primaire.
Et en fait, ça, c'est un des petits moments. C'est un professeur, un rare professeur quand même. Voilà, très, très ouvert, effectivement. Et donc voilà, donc il y a plusieurs événements comme ça qui me sont un peu comme des bulles qui éclatent, revenus en tête il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis, mais en fait, c'est compliqué. Valérie, tu as accepté mon invitation quand je t'ai parlé de la table TDAH. Tu m'as dit, ouais, moi je veux bien participer. Pour toi, pourquoi tu as eu envie de participer? Qu'est-ce que je te laisse te présenter et dire pourquoi voilà, ce sujet te parle ou résonne en toi? Je vais revenir parce que je souris depuis tout à l'heure parce qu'on est vraiment parti dans le TDAH. La première question que tu as posée, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Et c'est déjà parti bien au-delà des présentations. Donc moi, je vais peut-être revenir sur la présentation Valérie Delande. Et effectivement, je suis... c'est toujours compliqué quand justement on se pose la question. Maintenant, je dis producteur d'entrepreneurs fêlés. Puisque j'ai inventé le bonheur rentable pour accompagner des entrepreneurs qui ont des fêlures neurologiques, démographiques, biographiques dans leurs épopées entrepreneuriales. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que ça m'a parlé? Parce que j'accompagnerais pas des fêlés si je ne l'étais pas. Maintenant, moi, je suis très autodidacte sur plein de choses et aussi dans l'autodiagnostic. Donc, je n'ai pas été me diagnostiquer. J'ai eu une espèce de miroir il y a quelques années en parlant justement à quelqu'un alors pas de fêlé à l'époque, mais plutôt de HP et qui a rigolé et je dis mais pourquoi tu rigoles? Il me dit mais parce que t'en fais partie. Ah bon, mais pourquoi? Bon, les raisonnements en arborescence, etc. Ah bon, ok, peut-être bien. Puis bon, l'idée a fait son chemin. J'ai continué à accepter un petit peu cette idée, à enquêter sur cette idée, donc autodidacte. Donc, je suis toujours comme Monsieur Jourdain qui découvre, qui fait de la prose. Donc, je découvre petit à petit en écoutant Le Sommet de la Conscience, en lisant des bons ouvrages sur le sujet, que effectivement, ça se rapproche quand même terriblement de mon fonctionnement et que ça explique pas mal de choses. Et puis, encore il n'y a pas très longtemps, encore moins longtemps, je croise quelqu'un d'Atypia, je pense que Marie-Cécile va nous en parler. Et puis, voilà, quand on rencontre un TDAH, HP comme soi, ça fait des étincelles, on se comprend à demi-mot, très très vite. Et donc, elle me dit, voilà, moi je suis un TDAH. Je dis, ah oui, non, moi je suis un petit, elle rigole, et puis un petit peu toi aussi. Je dis, ah bon, tu crois? Et puis là, je dis, encore un truc, bon... alors je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc pareil, je me documente et puis ouais, ça fait bien écho. Hein. Donc moi dans la classe, j'avais toujours des cahiers et puis je dessinais. En fait, je faisais plein de dessins sur mes cahiers. Et je pense que j'essayais de concentrer en fait, d'équilibrer mon écoute par une concentration visuelle parce que je suis très visuel et en même temps je dois bouger, je dois faire quelque chose. Et puis je bougeais tout le temps de toute façon. Et du coup, tout ça, oui, maintenant, ça met encore du sens. Et puis, on se connaît, nous, depuis 1 an et demi à distance. Et c'est toi qui m'as parlé du festival d'aujourd'hui. Et donc, j'ai trouvé ça terriblement logique que je t'invite dans ma table et que tu sois effectivement, que je sois plutôt ton invité dans la tienne pour en savoir plus, puisque maintenant je vais pouvoir passer la parole à mon voisin, un expert. Tout à fait. Et justement, avant de laisser la parole à Dr Oswald Pierre, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'aller sur cette table ronde où on va parler des personnes qui se sentent TDAH, mais qui n'ont peut-être pas besoin d'aller vers un diagnostic, parce que j'ai aussi envie de sortir de cette idée qu'un TDAH est malheureux. Il y a des personnes qui ont un trouble. Voilà, ils n'ont pas tous besoin de médicaments. Et c'est là où, encore une fois, c'est très très important d'aller vers de comprendre c'est un spectre et qu'il y a l'environnement. Enfin voilà. Ouais, je crois qu'il y a des choses qui peuvent s'équilibrer. Et moi, en l'occurrence, j'ai l'impression, en tout cas, que le côté HP et le côté TDAH a permis d'équilibrer. Et que je ne le vis pas donc de la même façon qu'un pur TDAH. Mais ça, je vais en savoir plus. Et on laisse la parole à Pierre, Dr Oswald. Merci beaucoup encore une fois d'être venu à cette table ronde. Merci à toi. C'est chouette de passer en dernier parce que je peux déjà faire mon diagnostic. Et donc, moi, je fais des diagnostics et donc je vois les gens... je vois des patients TDAH quand ils vont pas bien, en fait.
Et donc, je vois des gens et j'essaye de trouver un moyen de trouver un terrain d'entente, un moyen de discuter, un moyen d'échanger, un moyen de souvent de négocier aussi quelque chose qui prend en compte toutes les dimensions du TDAH. Et je le répète, quand ça va pas bien, parce que oui, le TDAH, ça peut très bien se passer, ça peut même être très positif. Il n'empêche que ça peut parfois, en effet, faire très fort souffrir. Alors, si dans un premier temps, le diagnostic il est nécessaire, je pense que c'est important qu'on ait une démarche quand même assez systématique, parce que ça permet d'évaluer un peu toutes les dimensions du fonctionnement de la personne. Dans un deuxième temps, on va essayer de trouver des solutions qui ne sont pas spécifiques toujours au TDAH, donc on s'en fiche un peu après qui est TDAH ou pas. C'est surtout de créer un lien suffisamment fort de confiance pour pouvoir échanger autour de toute une série de possibilités. Tu as cité le médicament, mais tu l'as dit, il n'y a pas que ça, loin de là. Et donc toute une série de possibilités existent une fois qu'on a pu évaluer de manière assez exhaustive tout ce qui peut faire du sens ou tout ce qui peut faire problème chez la personne. Voilà, Oui. un peu mon job. Et donc, ça fait. J'avais envie d'avoir ton avis par rapport à l'évolution que tu t'intéresses au TDAH depuis combien d'années ? 20 ans, moi. 20 ans. Ouais. Dès le départ, quand tu étais à l'école de médecine, est-ce qu'à l'école de médecine, à l'époque, il y avait des informations sur le... Non, rien du tout. Donc, le TDAH, à l'époque, était très peu connu. Et quand j'étais interne en psychiatrie, je suis tombé un peu par hasard là-dessus, dans le cadre de recherche. Et je me suis dit que finalement, des gens que j'avais étiquetés selon certains diagnostics avaient un TDAH. J'ai eu l'occasion d'aller me former au Canada là-dessus. Et puis, quand je suis revenu, j'ai lancé une consulte spécialisée. Et ça n'a pas été facile du tout, parce que c'est là que j'ai aussi compris que le milieu professionnel, le milieu médical, c'était pas celui-là qu'il fallait convaincre. C'est pas les médecins, parce que en général, ils sont assez rigides et s'en tiennent à ce qu'on leur a appris. Pas tous, mais pour la plupart. Et c'est vraiment au travers des gens que je rencontrais, des associations, au travers de différents moyens, différents médias, les podcasts par exemple, qu'on peut avancer, qu'on peut un peu élargir le spectre. Gérer le TDAH, c'est pas que du médical, c'est qu'une toute petite partie, le médical. C'est des rencontres, c'est la bouffe, c'est la nourriture, c'est le sommeil, c'est toute une série d'habitudes qu'on a. Donc tout le mode de vie aussi est touché. Donc c'est tout ça qui fait aussi le soin du TDAH. Donc il faut élargir, rencontrer plein de gens et c'est comme ça qu'on apprend plus. Et pendant 20 ans, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, et tu t'es senti quand même très tout seul pendant 20 ans. Là, peut-être maintenant un peu moins, là, depuis quelques temps. Oui, là, ça commence à pas mal bouger ces dernières années, c'est tant mieux. Oui, au début, oui, mais c'est ça qui est gai aussi. C'est gai d'être seul contre tous, donc c'est pas un problème. Mais voilà. Mais ça reste quand même. Quand on est psychiatre et qu'on dit qu'on s'occupe de TDAH, ça passe pas très très bien. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'au-delà de la psychiatrie, c'est quelque chose qui maintenant est plus ou moins respecté, donc tant mieux. On parle d'effet de mode. Est-ce que c'est une question qui se pose souvent dans les podcasts. Il y a encore pas longtemps, une amie qui me dit on en parle tellement du TDAH. Qu'est-ce que tu as comme avis sur cette question-là ? Je crois que c'est la première chose qu'on m'a dit il y a plus de 20 ans, que c'était à la mode. Et je trouve qu'une mode qui dure déjà depuis 20 ans, c'est quand même plutôt pas mal. Et le TDAH, c'est à la fois quelque chose qui existe dans la société depuis toujours, mais il faut reconnaître aussi que c'est quelque chose qui accompagne d'une certaine manière nos nouveaux modes de vie. Donc, il est légitime qu'on puisse parler de TDAH au vu de l'évolution de la société. C'est normal que quand il y a autant de stimulation, autant de possibilités, autant parfois d'agressions mineures, mais des agressions à la fois au prix de l'individualisme, au prix de notre hypersensibilité, il y a un certain nombre de souffrances qui ressortent et qui prennent un petit peu cette image du TDAH. Donc, le TDAH est à l'image de notre société. Ça existait avant, évidemment, qu'on existe, toi comme moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu le reflet de ce qu'on vit actuellement. Alors, si c'est une mode, alors ok, c'est une mode, mais c'est surtout quelque chose qui accompagne nos modes de vie et comment notre société fonctionne. Est-ce que, Valérie, par rapport à ce que Pierre Oswald a dit, est-ce que ça a du sens par rapport à... Est-ce que toi, tu en avais entendu parler il y a longtemps ou pas du TDAH, indépendamment pour toi ?
Oui. Déjà, moi, un moment dans ma vie, il n'y a pas très longtemps, j'ai relancé la Fondation de la dyslexie. Et donc, j'ai un petit peu plongé, évidemment, dans l'univers des comorbidités, comme on dit, ce mot affreux. Moi, j'aime bien voir les choses de façon positive. Mais en tout cas, j'y ai vu des liens avec d'autres types de fêlures. C'est pour ça que moi, je suis partie un peu sur une unité de fêlés, sans chercher à savoir finalement laquelle était la plus importante. Mais disons que quand elle est neurologique, elle est là depuis le début. Donc on est habitué, on a travaillé dessus ou pas, on l'a su ou pas. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on a développé plein de choses pour dépasser ça, pour installer une forme de résilience, installer des ressources pour retrouver la confiance. Et du coup, c'est comme ça qu'on se dirige assez facilement vers l'entrepreneuriat. Et d'où, moi, mon lien aussi avec des entrepreneurs en faillite qui ont connu des échecs, des entrepreneurs qui ont connu des burn-out. Donc, toutes ces fêlures viennent questionner finalement le cœur, viennent questionner la façon dont on fonctionne. Et c'est là où finalement on peut commencer à isoler peut-être les fêlures, à mieux comprendre. Et puis, comme on disait ce matin, il y a des déclencheurs, des gens comme moi, c'est une personne qui m'a jeté presque à la figure que je faisais partie de ce monde-là et que ça ne m'avait jamais effleuré. Donc on peut très bien vivre sans le savoir. Moi, ça ne m'a pas... Enfin, si, ça m'a marqué sans le savoir aussi, je pense. J'ai aussi fait un cheminement là-dessus pour en prendre conscience, l'accepter et puis finalement faire ses liens. Et puis peut-être pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que j'ai l'impression, moi, qu'il y a de plus en plus de fêlures neurologiques autour, peut-être parce qu'on les détecte aussi un petit peu plus qu'avant. Mais je crois que cet ensemble de fêlures, comme je le dis, génère des comportements et que en tout cas, il y a quand même certaines études, je crois, qui en parlent d'une recrudescence de fêlés neurologiques. Donc voilà, pardon. Non, mais en fait, je viens de réaliser qu'on n'avait pas décrit le terme TDAH et que nous, enfin, tout autour de la table, on est. Est-ce que vous, dans l'audience là, vous connaissez le terme TDAH? Donc trouble avec du déficit, trouble avec ou sans déficit de l'attention. Donc c'est l'hyperactivité ou sans hyperactivité. Et jusqu'à il y a peu de temps, on pensait qu'on était TDAH jusqu'à, on va dire, l'adolescence ou adulte. J'ai entendu un psychiatre qui expliquait ça, qui lui pensait qu'à 18-20 ans, on n'était plus TDAH. Oui, ça s'arrête du jour au lendemain. Voilà, c'est souvent ça. Voilà, c'est ça. À 18 ans, c'est génial, ça s'envole, on devient sérieux. Ça doit être l'alcool. Ça doit être ça. Et qu'effectivement, il y a moi, j'ai été diagnostiquée, j'ai 47 ans, j'ai été diagnostiquée il y a 1 an. Et on est beaucoup de cette génération de 30, 40 et plus, et même des personnes à la retraite. J'imagine que dans ton cabinet, tu dois aussi avoir des personnes plus âgées, aux seniors plus. Parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas non plus le nommer. Et puis, il y a aussi tout ce que tu disais, c'est la découverte de la neuroscience aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Oui, mais je valide tout ce que tu dis. C'est d'abord, effectivement, il faut toujours un peu quand même valider ça par la science. Oui. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais on a des études longitudinales maintenant qui montrent que ça ne s'arrête pas à l'âge adulte. C'est un peu la règle des 3/3, quoi. Il y a 1/3 des gens qui vont continuer à présenter des symptômes un peu comme un enfant. Un deuxième tiers où c'est ce mot magnifique de comorbidité qui va prendre le dessus et très pratiquement, c'est dans ma consultation, c'est ça qui pose problème. On vient de me voir parce qu'en fait, ils apprennent plus ou moins à gérer leur impulsivité, leur hyperactivité, mais par contre, ça leur coûte très cher de gérer. Donc, ils consomment de l'alcool, ils ont du mal à dormir, ils prennent des médocs. C'est ça qui pose problème. Ils s'isolent. Et puis alors, il y a un 3e tiers qui arrive à vivre avec et vivre avec très bien. Mais globalement, on ne s'en sort pas du TDAH, mais on n'en sort pas, je dirais, de ce qu'est le TDAH de manière générale, c'est-à-dire un rapport au monde finalement un peu différent de la plupart des gens. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir.
avec en effet de plus en plus de données scientifiques qui démontrent, comme tu l'as dit, que c'était un spectre. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on est TDAH, oui, non. À certains moments de la vie, c'est plus, c'est moins. C'est lié à toute une série de mécanismes neurobiologiques qui sont de plus en plus attestés. Et puis alors, il y a aussi pas mal de découvertes en termes thérapeutiques aussi, et c'est quand même une très très bonne nouvelle. En 20 ans, on a super bien évolué sur les médicaments disponibles, sur les approches holistiques, et donc là aussi, on a de plus en plus d'armes et d'outils pour pouvoir aller mieux quand on est vraiment, je dirais, dans le pétrin du fait de ce TDAH. Ça peut vraiment parfois causer de gros problèmes, et là, les traitements existent. Donc oui, il y a une validité, ça existe, les sciences l'attestent, et puis aussi, ce côté neuroatypique est souvent associé avec un besoin de se retrouver entre personnes qui fonctionnent d'une même manière. Donc, tous les médias sociaux, tout ce qui peut créer du lien entre personnes qui fonctionnent d'une certaine manière, c'est valorisé. D'où aussi le fait que, au travers de ce qu'on vit aujourd'hui, au travers d'autres systèmes, les gens ont besoin de se retrouver quand ils présentent la même manière de fonctionner. Parce que le TDAH fait effectivement partie des troubles du neurodéveloppement, donc ça englobe les dyslexies, les dyspraxiques, l'autisme, et c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Ça fait partie de la santé mentale dans le global, et il y a de plus en plus d'initiatives. Et Pierre, tu fais partie aussi quand même... t'aimes communiquer sur ces sujets-là, et tu fais partie de quelques personnes en tout cas en Belgique, et en lien avec certains docteurs en France qui sont dans cette approche holistique qui est quand même assez récente, d'avoir un discours où on écoute le patient. Ah ouais, ça, j'espère quand même que mes collègues les écoutent quand même de temps en temps. Mais... Oui, mais les écoutent et en général, singulièrement. Oui, ils les écoutent en général 20 secondes. Tu sais que c'est à peu près la moyenne pendant laquelle on laisse parler les patients dans une consultation de psychiatrie, ce qui n'est pas top. Mais voilà, on va essayer d'aller vers les 30 secondes, ce serait pas mal pour le 21e siècle. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que là aussi, l'approche qui vise à justement développer un traitement, ou en tout cas un accompagnement qui est un peu un terrain de jeu ou un terrain de négociation avec la personne. Pourquoi ? Parce que le TDAH se nourrit de toute une série de choses qu'on a autour de soi. C'est le sommeil qui est impacté, c'est la nutrition aussi, tout ça. Et tous ces aspects-là doivent être mis sur la table. Donc pour ça, il faut créer une vraie confiance avec la personne, que la personne puisse un peu sortir ses tripes, mais aussi puisse sortir ses habitudes de vie. Et nous, de notre côté, on ne doit pas simplement être là, soit comme hygiéniste, en disant c'est bien, c'est mal, soit en nous réfugiant derrière nos médicaments. On doit pouvoir essayer de motiver la personne, si elle le désire, mais la motivation sert à ça, c'est que le désir naisse, de pouvoir parfois changer certaines habitudes de vie. Et donc pour ça, il faut discuter, il faut prendre le temps, il faut négocier, et c'est parfois pas facile. Mais c'est sympa. Mathieu, j'aimerais, si tu es OK, que tu exprimes justement les symptômes que toi tu as connus. On en a parlé quand on a préparé l'émission, la préparation à la Pauline, mais d'expliquer ce que tu m'as expliqué, de ce que tu as vécu à travers ta carrière professionnelle, et ce que t'a induit, que tu t'es dit j'ai un TDAH. Je vais essayer de structurer, parce que dans ma tête, ça arrive sous différentes formes. Donc, peut-être intéressant de savoir qu'aujourd'hui, je fais un métier qui demande énormément d'organisation, et que du coup, je ne sais pas si c'est le plaisir de me faire mal ou pas, mais je prends du plaisir à apprendre à être organisé, mais c'est pas évident, parce qu'il faut de la discipline. Donc, je suis consultant dans le domaine financier, et j'accompagne, je ne vais pas forcément la citer, mais une grande banque assurance aujourd'hui dans les projets stratégiques. Et donc, au niveau des formes qu'ont pu revêter les difficultés, en tout cas jusqu'à maintenant, on est sur le sommeil. Donc, le docteur Oswald en parlait. Donc, je crois que 3 à 4 fois par semaine, je me réveille à 3h30, 4h, incapable de dormir, parce que trop de choses se passent dans ma tête. Donc, je descends et je travaille. D'ailleurs, ma copine en a vraiment marre de cette situation. Deuxième chose qui embête énormément ma copine, c'est l'agenda. Elle va de manière assez facilement me dire
dit ça va si mercredi prochain il se passe ça. Et en fait, moi, si je ne suis pas derrière un agenda papier et que j'ai pas exactement en tête tout ce qui se passe, je vais juste lui dire attends, on peut pas en parler plus tard. Et donc évidemment ça l'énerve au plus haut point. Et le problème évidemment, et je parlais de mon métier, j'ai plusieurs agendas parce que j'ai l'agenda de mon client, j'ai mon agenda personnel, et puis j'ai encore un agenda de mon entreprise qui m'engage en tant que consultant. Donc voilà, j'ai été me fourrer dans un petit rôle très compliqué, mais qui, je pense, me fait du bien, me force à être discipliné. Et donc le Mathieu qui travaille est complètement différent du Mathieu en dehors. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Après, au niveau des comportements, on parlait de la santé, de la nourriture, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui, de base, fait attention à moi. Mais depuis quelques années maintenant, j'ai je dirais mon corps qui parle à ma place. Donc, j'ai du psoriasis et de l'eczéma qui est arrivé. Certainement avec le stress que tous les rôles que je prends dans ma carrière et qui me génèrent beaucoup de stress m'envoient. Et donc, c'est, je dirais, les résultats psychosomatiques. Et puis, à côté de ça, j'ai accepté avec moi-même de courir 3 marathons sans m'entraîner, qui restent des expériences extraordinaires, mais complètement connes pour être très vulgaire, par rapport à mon corps, par rapport au respect que j'ai de moi et de ce que ça peut représenter. Ça me fait penser à... On parle d'organisation, on parle de... Il y a le mot surhumain qui me... j'ai découvert à travers mon expérience de TDAH que le côté donc organisation, le côté d'avoir une non-capacité à gérer les challenges, et parfois, quand je dis surhumain, c'est que parfois on se sent vraiment... on se met trop de pression et on fait trop de choses. Et on se sent un peu surhumain, quoi. Et puis au niveau de l'incapacité à s'écouter. Et c'est là où je voulais, Pierre, avoir ton avis sur... il y a la cécité temporelle, il y a au niveau chimique, c'est vraiment le chemin neuronaux qui engendre qu'on a du mal à s'organiser, à prioriser. Oui, merci pour l'expérience et pour le témoignage, parce que c'est vraiment ce qu'on entend en consultation très, très souvent. Là aussi, je ne veux pas monopoliser, je ne veux pas faire le psychiatre expert, vous êtes tous autant experts que moi, c'est pas plus, mais et juste peut-être pour traduire peut-être en termes un peu scientifiques ce que vous avez dit, c'est que on sait que les personnes qui ont un TDAH, ils ont du mal en général, à pouvoir identifier le temps nécessaire à effectuer une tâche. Donc, il y a une sorte vraiment d'imprudence, d'impatience pour définir, par exemple, tous les petits à côté d'une tâche. Et au-delà de ça, il y a cette envie de sensation forte aussi, toujours. Donc, si tu associes une incapacité à identifier tout ce qu'il faut pour faire une tâche, la recherche de sensations fortes, faire des marathons sans se préparer, ça j'adore. Ça crée effectivement des journées qui sont impossibles à gérer. Et qui aussi, et ça c'est super intéressant ce qui a été dit, c'est que le TDAH, c'est pas le bordel permanent. Le TDAH, c'est une difficulté à mettre son attention là où il faut la mettre. Mais parfois, l'attention, elle est mise trop sur d'autres trucs. Hyper-focus. Donc l'hyperfocalisation, c'est parfois quelque chose qui est aussi très problématique. J'ai aussi plein d'exemples rigolos là-dessus, mais ça, c'est aussi... Donc le TDAH, c'est une difficulté à pouvoir mettre le paquet quand il faut mettre le paquet, sur des choses qui sont parfois pas super stimulantes, sur des choses qui sont parfois rigoureuses ou qui nécessitent du temps. Donc s'investir par exemple dans des études, dans une formation, il faudrait plutôt mettre le paquet là-dessus que par exemple se dire je vais faire un marathon ce week-end. Oui, il faudrait un peu plus faire ça. Donc c'est un peu ça le TDAH, mais en tout cas c'est ce qu'on voit très, très souvent. Donc l'idée c'est de trouver un système pour trouver un entre-deux, mettre un peu plus de structure, mais continuer à avoir du plaisir dans la vie. C'est évident aussi. Et je vais donner la parole à... mais pour le coup, il y a le médicament pour moi qui est... Mais on en parlera tout à l'heure, parce que pour le coup, ça aide aussi à structurer. C'est complémentaire, mais Valérie ? Oui, je voulais juste rebondir sur un souvenir qui remonte là tout d'un coup. C'est mon expérience de manager
TDAH. Parce que j'avais une équipe 50 personnes, une autre équipe 70 après. Enfin bon, j'ai épuisé tout le monde. Alors j'ai en même temps énormément de créativité et énormément de capacité à mobiliser, à fédérer, etc. Mais ponctuellement, j'ai pu vraiment emmener les gens au-delà de leurs limites parce que justement, ils voulaient me suivre et que moi, j'avais une capacité de délivraison, ça ne se dit pas, pas délivrance non plus, mais de délivrer, qui était assez surhumaine, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et donc, moi, j'avais l'impression que tout le monde était capable de faire pareil, quoi. Et du coup, je me souviens d'une secrétaire qui était adorable et qui essayait de faire tout ce qu'elle pouvait. Et un jour, elle disparaît en burn-out. Et c'est son mari qui m'a appelée. Qui m'a dit « Madame, ça suffit maintenant ». Et moi, je suis tombée de larmes parce que je n'ai pas vu les signaux et elle ne les a pas non plus exprimés. Et je pense qu'effectivement, c'est très important à un moment donné quand même de pouvoir être en capacité de se voir, d'avoir un arrêt sur image parce qu'on peut emmener comme ça... là, en l'occurrence, l'organisation, elle va très bien et tout s'est très bien passé quand même. Mais ça peut avoir des effets de bord. Et je ne parle pas de ma vie privée, qui a été du même goût. Donc, c'est voilà, cette capacité à s'arrêter. Je vais passer la parole à Marie-Cécile parce qu'on a effectivement beaucoup de beaux témoignages et Marie-Cécile, je te laisse exprimer ce que tu ressens là par rapport à ce que tu as écouté et donner aussi ton exemple de ce que tu m'as exprimé avant. Oui, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est au niveau de la carrière professionnelle. Effectivement, je me retrouve un peu dans tout le monde. J'ai énormément, à travers ma carrière professionnelle, changé d'emploi. Et parce que j'avais la lassitude qui s'installait assez rapidement et ce besoin de toujours avoir de la nouveauté. Et une fois que j'avais fait le tour, il me fallait autre chose. Et ça, je ne l'expliquais pas. Et quand je voyais au fur et à mesure des années qui passaient et les nouveaux entretiens où je devais commencer à justifier un CV long comme un bras avec des changements de position et des jobs qui avaient parfois... à vue de l'extérieur, très peu de liens entre eux. Au fur et à mesure, je me disais, mais pourquoi, en quoi je suis différente de quelqu'un d'autre ? Je venais d'une famille où mes parents avaient le même métier toute leur vie. Donc, c'était vraiment un questionnement en moi, d'où vient cette différence, pourquoi j'ai besoin de ça ? Et progressivement, j'ai pris des positions de plus en plus challengeantes, de plus en plus en dehors de ma zone de confort, en venant d'un milieu plus de la gestion documentaire, en arrivant dans la gestion de projets IT. Et je me suis retrouvée tout d'un coup, effectivement, en burn-out moi-même, à ne pas comprendre. Et c'est un médecin, c'est aussi un déclic. Un médecin, un jour, quand je lui expliquais que j'ai passé énormément de temps avec l'accompagnement de ma fille à essayer de comprendre et lui offrir sa meilleure vie possible, et qui m'a dit « Et vous, quand est-ce que vous allez... vous allez voir votre fonctionnement, allez comprendre ce qui fait que vous vous retrouvez en épuisement et que vous ne récupérez pas, parce qu'il a fallu vraiment des années avant que je récupère mon énergie, que je me suis dit effectivement, pour pouvoir prendre soin des autres, il est vraiment temps de me poser et de mettre un peu, effectivement, moi je ressentais ce besoin de passer des diagnostics pour pouvoir comprendre mon fonctionnement et savoir ce que j'étais dans mon atypisme pour vivre ma meilleure vie, en fait. C'est un beau témoignage. Et là, tu es en cours de diagnostic. J'ai un rendez-vous. J'ai passé un premier diagnostic qui m'a beaucoup surpris, en fait. Dans le cadre de mon burn-out, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit « il faut aller voir ce psychologue-là ». Et j'ai pris un rendez-vous sans regarder vraiment son site web. Et j'y allais pour voir si j'étais au potentiel et TDAH. Il m'a dit, madame, la première chose qui serait intéressante pour vous est d'aller voir l'autisme. Donc le TSA, le trouble du spectre autistique. Le TSA. Et j'ai reçu ce diagnostic-là. Je suis toujours en phase d'acceptation personnellement par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils reçoivent
un diagnostic ont besoin de cette première phrase qui dure plus ou moins longtemps selon les personnes. Donc voilà, donc ce diagnostic-là, je l'ai pour le moment. Personnellement, je l'ai mis un peu en pause et j'ai un rendez-vous pour le mois de septembre pour avoir le diagnostic de TDAH. C'est vrai que moi, je donne souvent conseil d'avoir plusieurs avis parce que je donne encore une fois un de mes exemples. Il y a 1 an et demi, on m'a tout de suite mis la casquette bipolaire et on m'a mis sous lithium pendant 1 an, qui n'a pas du tout fonctionné puisque je ne l'étais pas, ou en tout cas peut-être une petite cyclothymie. Et j'ai été chercher un autre avis et qui a plutôt confirmé le fait d'avoir un trouble de l'attention assez sévère et qui a engendré que le traitement. Et voilà. Et depuis, mais ça doit être très compliqué aussi pour les médecins de poser le diagnostic ou oui. Je vais un peu te contredire. C'est pas super difficile. Parce qu'on a nos critères, on a nos tables de la loi, le fameux DSM qui nous dit ça c'est TSA, ça c'est plutôt TDAH. Donc le diagnostic, il est assez facile à faire et ça me permet d'ailleurs encore de répéter que donner un diagnostic, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta situation, mais donner un diagnostic et dire au revoir madame, c'est quelque chose qui... Le diagnostic n'a d'intérêt que parce qu'il sert la relation thérapeutique et la communication. Et si vous mettez 3 psychiatres dans une salle, ils auront tous les 3 des opinions différentes, ils feront des diagnostics différents. Donc le diagnostic, il est intéressant quand on se l'approprie, et ça, c'est notre boulot, que les gens se l'approprient, et déjà donner des pistes de solutions, parce qu'un diagnostic sont pistes de solutions. On n'est pas dans une médecine plus classique, je dirais, où un diagnostic est lié à une lésion physiopathologique qui dit qu'il y a ça, donc c'est ça, donc c'est ça. Non, on est dans quelque chose qui est peu palpable, très subjectif, et donc poser des diagnostics dans un domaine comme ça sans solution, ça n'a pas de sens. Dire vous avez un TDAH, mais je ne sais rien faire. Non, le TDAH, c'est parce que ça sert à quelque chose. Et donc cette étiquette doit le plus vite possible être comprise, voire détachée. Donc soyons vraiment... Le diagnostic, c'est pas super compliqué, mais c'est après que le travail commence vraiment. Mais il y a un truc que j'ai appris au cours du temps, c'est qu'au début, moi, je n'aimais pas trop donner le diagnostic parce que pour moi, c'était juste un mode de communication avec les autres médecins. Mais j'ai compris maintenant, depuis quelques années, que c'était quelque chose de très important, que les gens puissent s'approprier un diagnostic, puissent mettre des émotions là-dessus, puissent comprendre aussi leur parcours grâce à ça. Donc ça, c'est important aussi. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à l'étiquette. Ça, c'est dangereux. Puis, moi, j'évite de dire je suis TDAH. C'est l'essentialisation. J'ai un TDAH, mais je ne suis pas un TDAH. Ouais. Enfin, de ne pas s'identifier à ce trouble-là. Je suis Pauline, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas TDAH. Et j'ai un TDAH où j'ai une singularité. Et donc là, actuellement, toi, tu as ta fille de 7 ans qui est aussi diagnostiquée. Oui. Et donc, tu te lances dans l'activité de sensibilisation au niveau du TDAH. Oui, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais le diagnostic de ma fille comme une finalité. C'est un peu ça qu'on disait. Donc, j'ai fait toutes les démarches en bonne maman. Et une fois que je me suis retrouvée dans la voiture avec ce papier en main, et ce médecin qui, effectivement, m'a dit, voilà, le papier pour donner à l'école, la prescription, les médicaments, et c'est tout. Et donc, je me suis retrouvée dans la voiture, mon mari conduisait, et j'étais là, OK, et maintenant, quoi ? Donc, j'ai commencé, effectivement, par moi-même, et c'est ça que je trouve encore un peu triste, en tout cas en Belgique, des médecins et des personnes que j'ai autour de moi, c'est que les médecins posent un diagnostic, ils ne proposent pas de pistes d'accompagnement spécifique aux difficultés que la personne rencontre. Donc c'est bien souvent les parents, et j'ai beaucoup de témoignages de parents qui vont dans ce sens-là, qui se disent « Ok, mon enfant rencontre telle et telle difficulté », et parfois au niveau des comorbidités, et que je préfère parler de troubles associés, que je trouve beaucoup plus légers, les médecins ne regardent même pas tout ça, ils ne proposent même pas des pistes en disant « Ce serait peut-être intéressant pour votre fils d'aller voir au niveau de la dyslexie », parce que le TDAH, quand on est TDAH, il y a beaucoup plus de risques d'avoir de troubles associés. C'est le cas de ma fille, qui est aussi dyslexique. Donc, c'est de ma propre initiative que j'ai dû aller chez une logopède pour faire
ces démarches-là et regarder d'autres choses. La psychoéducation, elle est primordiale. Et c'est là où, pour le coup, les médecins ne peuvent pas non plus, pour le coup, tout gérer, surtout quand ils n'ont que 30 secondes, pas longtemps. Et on en parlait tout à l'heure avec Pierre. J'avais vraiment envie de parler de cette notion de pair aidance qui soutient le travail des médecins. Donc la pair aidance, P-A-I-R, aidance, c'est des personnes concernées. Il y a un diplôme maintenant qui est, je crois qu'il y en a un en Belgique, il y en a un en France. Il y en a un en France, il y en a eu un en Belgique et il se remet en route en Belgique désormais. D'accord. Et je vais laisser Pierre aussi en parler, mais c'est effectivement, l'idée, c'est qu'on a un trouble psychique, on a connu un trouble psychique, on va mieux, on a trouvé un équilibre et on va aider les personnes. Je crois que ça vient comme les alcooliques anonymes, où il y a le parrain qui a réussi à surmonter, arrêter de boire, et vraiment arrêter de boire sur la durée, parce qu'arrêter, c'est une chose, mais après, il faut le faire sur la durée. Et donc, il y a la pair aidance, et c'est justement l'accompagnement des personnes concernées via une personne qui elle-même a été touchée. Et c'est un très, très beau métier qui est en train de se développer beaucoup. Et de mon côté, moi, dans mes recherches, j'ai écouté effectivement pas mal de podcasts et je suis tombée sur un podcast d'une Canadienne qui me parlait beaucoup au niveau coaching de vie, mais spécifique pour les TDAH, parce que le fonctionnement d'un cerveau TDAH est différent de celui d'une personne neurotypique. Et je me suis dirigée, moi, vers une formation de coach de vie pour accompagner les personnes TDAH aux États-Unis qui s'appelle LATCA. Et effectivement, c'est assez intéressant parce que les États-Unis et le Canada sont bien en avance par rapport à l'Europe et surtout le monde francophone sur l'accompagnement, sur la vision du coaching et sur justement tout ce suivi des personnes, toute la partie non thérapeutique et non médicamenteuse. La pair aidance, Pierre. Top, c'est bien. Ouais. De mon avis. Oui, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et pas uniquement, et surtout, je dirais, dans d'autres troubles que le TDAH. Oui. Et ça vient signer aussi une évolution importante de la société. On quitte les troubles psychiatriques pour rentrer dans la santé mentale de manière générale. Et donc, le psychiatre n'est plus qu'un petit acteur de l'ensemble des choses qui sont vues maintenant de manière plus globale et holistique. Le grand défi, c'est pas tant d'être convaincu qu'il faut plusieurs choses, mais c'est que les différents experts puissent être connectés et avoir un temps et une manière de collaborer. Il n'y a rien de pire pour une personne que d'avoir des discours. Le matin, ils vont chez le psychiatre qui lui dit que le médicament, c'est le miracle, et l'après-midi, quelqu'un surtout jamais de médicaments, c'est dégueulasse, etc. Donc, il faut vraiment trouver un moyen aussi de discuter. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Donc, ça veut dire que à plusieurs personnes, on a vraiment quelque chose de complémentaire et même d'additif. Et là, c'est le grand enjeu. Les autres enjeux, c'est évidemment l'absence totale d'offres suffisantes par rapport à la demande. Ça va être une catastrophe. On y travaille pour essayer de former plus de professionnels, mais ça reste encore... Il y a une grosse différence. Et la pair aidance vient signer vraiment le fait que de plus en plus, les troubles peuvent s'améliorer au contact d'une expertise de vécu. Et c'est aussi essentiel qu'une expertise un peu livresque que nous on représente. Et donc, ouais, c'est super important. Et alors, je ne l'ai pas dit, Pierre a un très beau podcast qui s'appelle Le Psyché. Ouais, je n'osais pas le placer, mais... Donc, on a fait quelques épisodes sur le TDAH. Et il y a un épisode sur le TDAH et sur la pair aidance. Ouais. Et je vous inviterai tous à l'écouter. Psyché, P-S-Y-K-E. Exactement. Et donc, et tu t'expliquais que dans la personne que tu as interviewée, qui est pair aidant, donne des cours sur la bipolarité. Oui, ça c'est un truc qu'on fait, puisque comme je donne cours à la fac maintenant, et donc je donne le cours de psychiatrie, et le pair aidant donne un des cours sur la bipolarité. Donc c'est lui qui s'occupe de ça.
Ça passe super vite. Bien évidemment, je savais qu'on n'allait pas pouvoir. Donc, Mathieu, tu voulais dire. Non, je voulais juste rajouter, parce que ça me parle tout ce qui est dit. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis un peu un imposteur dans cette histoire de TDAH, parce que j'ai ce côté où j'ai jamais vraiment été au diagnostic, ni forcément voulu peut-être. Mais cette histoire de père aidance, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, dans mon parcours, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré, et je pense qu'ils ne le savent pas forcément. Et je pense que, en réfléchissant un peu a posteriori, je me dis, tiens, il y a des chances que je me sois retrouvé en eux d'une manière ou d'une autre. Et c'est un peu ce même fonctionnement de père aidance, mais entre guillemets unilatéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accord tacite de je prends soin de toi. Mais j'ai vraiment vécu ça comme de l'inspiration et quelque chose qui m'a poussé et tiré vers le haut et avoir le côté positif de mes caractéristiques personnelles. Et voilà, je voulais juste rajouter ça parce que je trouvais ça intéressant. Et que toi, tu as été aussi, je suis sûr, très inspirant et que tu le seras encore plus, pour quelqu'un. Enfin... J'espère l'être sans le savoir, ça serait encore mieux. J'en suis sûr, je sais. Valérie, je rebondis parce que j'ai exactement la même vision. J'ai parlé de dyslexie positive quand j'étais dans la dyslexie. Maintenant, je suis effectivement dans le bonheur rentable en mettant ensemble justement des entrepreneurs fêlés. Donc, ce sont des pères aidants, bien sûr. Et surtout avec cette vision positive. Et moi, je parle de late boomers parce que je fais un peu une distinction entre justement de plus en plus de jeunes. On en a parlé tout à l'heure, qui sont dans la neurodiversité et qu'on va diagnostiquer, qu'on va pouvoir accompagner assez tôt. Et puis, des gens qui ont vécu avec cette caractéristique et qui l'ont transcendée pour l'intégrer en fait dans leur fonctionnement et qui en ont fait un potentiel. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de capitaliser sur ces potentiels identitaires, humanitaires et monétaires. Hein, ça fait partie du bonheur rentable. Et moi, j'ai monté un diagnostic justement du potentiel de bonheur rentable par rapport à des gens qui sont fêlés et qui ont transcendé, sans le faire exprès, dans leur chemin de vie. Et après, parfois en le faisant exprès, un peu quand on se réveille justement avec les déclencheurs. Hein. Mais c'est vraiment cette idée de positivité, de capitalisation pour emmener le reste de la société, en tout cas des gens qui sont concernés, vers quelque chose de positif et non plus vers des troubles du comportement, mais plutôt au contraire de ces comportements qui sont devenus inspirants. Voilà. En tout cas, comme je vois les minutes qui filent et qui passent, sur cette table ronde, on n'a pas vraiment parlé, et c'était un petit peu exprès, parce que tout ce qui est donc symptômes, pourquoi, dopamine, etc., parce que vous avez pléthore de podcasts pour en parler. Et que là, j'avais envie effectivement que des gens se reconnaissent à travers différents témoignages, et puis d'avoir la vie, je trouve, très hors norme de Pierre. Ayant pratiqué quand même quelques médecins et quelques psychiatres, je trouve que ta vision est très holistique et je suis très contente justement qu'il y ait j'espère de plus en plus de médecins comme toi. Oui, ils arrivent. Ils arrivent. Oui, ils arrivent. Tu les formes. Et donc je clôturerai. Est-ce que j'aimerais passer la parole est-ce qu'il y a des questions? Alors, on n'a pas de micro pour venir. Attention, le casque. Oui, en fait, je suis très heureuse d'avoir participé à ce débat, cet échange, parce que ça me parle beaucoup, ça me parle trop. Parce que, de mes 4 enfants que j'ai ici, j'en ai 2 que j'ai identifiés par hasard, par moi-même, et puis j'ai essayé de suivre les chemins pour les aider à évoluer, qui étaient atypiques, ça rend compte, et qui ont souffert de ça dans le parcours scolaire et tout. Il y en a eu le garçon, il a été diagnostiqué autiste à 30 ans. Il a fait tout son parcours scolaire avec tout. Nous, on l'éduquait dans le système classique. Toi, alors qu'il avait ses problèmes, quoi. Alors, je pense que si les parents pouvaient vraiment avoir un moyen d'identifier plus tôt, ça serait
ça c'est mon témoignage, ma participation. Ça serait vraiment, on éviterait trop de galères aux parents et aux enfants. Et alors, j'ai aussi, par moi-même, en écoutant une radio, j'ai entendu un livre qui s'appelait Je pense trop. Et puis alors, je pense mieux. Alors, à ce moment-là, j'ai identifié ma fille qui était vraiment dans une situation d'atypisme, quoi, et qui évoluait, qui faisait elle se battait, mais bon, nous, on ne comprenait rien. Alors, je vous dis que ça, pour moi, c'est un témoignage que je voulais vous dire, que s'il y a moyen de faire vraiment aider beaucoup de gens par ces podcasts que vous faites, vous faites un bon métier. Je vous remercie. Il y a de plus en plus de diagnostics. En tout cas, au niveau de la scolarité, maintenant, notre génération, comme je disais tout à l'heure, 40 et plus, on est passé un peu à la trappe. Mais tous les enfants, alors je parle en France, mais en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe, mais maintenant il y a une sorte d'obligation pour l'éducation nationale de diagnostiquer, en tout cas en France. En tout cas, en Belgique encore, mais la France prend pas mal d'initiatives. Hein. Il y a des initiatives qui ont été prises récemment pour avoir une vraie politique nationale autour des TND. En Belgique, c'est un peu plus... ça prend un peu plus de temps, mais on y arrive aussi. En tout cas, il y a une attention à ça. Je voudrais juste dire, le temps que la dernière question, c'est important, la notion du dépistage. Hein. Ça peut paraître parfois un peu stigmatisant, mais le dépistage est nécessaire parce que ça permet de limiter, non pas les comorbidités, mais les troubles associés, effectivement. Et plus tôt on prend évidemment en charge une situation, ou plus tôt et au mieux, évidemment, ça se passe. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce mot de dépistage. Pour rebondir sur le dépistage justement en Belgique, en fait, j'ai fait des études d'institutrice maternelle et on nous a expliqué qu'en fait, c'était pas notre rôle de devoir dépister les enfants. Et en fait, on n'a pas le droit, on nous a interdit en fait de le dire aux parents tiens, on a remarqué quelque chose qui avait un problème. Alors que dans mon cas, c'était mon institutrice maternelle qui a dit à mes parents, tiens, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est comme ça qu'on m'a dépisté très tôt pour ma dyspraxie. Ouais. Alors ça, c'est l'effet pervers un peu d'un certain nombre de législations, en particulier sur le secret médical, sur les droits du patient, etc., qui font que de plus en plus, malheureusement, alors que les soins doivent être interdisciplinaires, de plus en plus, on fonctionne de nouveau en silo. Et ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais tout ce qui concerne la place des enseignants dans le dépistage, elle est essentielle. Et malheureusement, en effet, merci de le rappeler, depuis quelques années, les enseignants sont un petit peu mis de côté parce qu'ils ne sont pas des soignants, donc ils ne peuvent pas participer au secret médical partagé. C'est dommage. Il y a un vrai enjeu de sensibilisation, je clôturerai là-dessus, de compréhension, comme vous disiez, de faire comprendre aux parents, voilà, la sensibilisation pour que les gens soient au courant et de permettre aux gens de comprendre leurs troubles ou leur fonctionnement pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible. On pourrait encore faire 2-3 heures d'émission. Merci en tout cas. Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu de réponses à leurs questions, encore une fois, il y a énormément d'informations, plein de sites internet qui donnent plein d'infos sur le TDAH adulte ou enfant, ou tous les troubles du neurodéveloppement. On va continuer, moi et d'autres personnes, à parler de ce sujet-là, à faire intervenir des personnes comme Dr. Oswald, à vraiment mieux communiquer, à faire parler de la pérédance et gardez vraiment confiance si vous vous sentez concerné. Osez en parler, osez vous faire diagnostiquer. C'est long d'avoir des rendez-vous, mais allez au rendez-vous. Même si c'est dans un an, prenez rendez-vous et au moins vous saurez. Et ayez aussi une approche ouverte, holistique. C'est-à-dire qu'il y a les médicaments, mais il y a aussi le sport, la méditation, l'environnement. Merci beaucoup et à très bientôt.